Ronebard se serait, dit-on, délibérément débarrassé de son enveloppe mortelle. C'était en 1986. Depuis, apprend-on aussi, il attendrait une nouvelle enveloppe corporelle pour revenir parmi nous. Pendant ce temps sur la terre ferme, et malgré la disparition de son gourou fondateur, l'église de Scientologie, elle, ne se laisse pas mourir. L'organisation créée par Hubbard en 1952 affiche même une santé insolente et continue de s'engraisser, faisant le plein de dollars en vidant les comptes de ses adeptes dans le monde entier. Adeptes, victimes plutôt, comme témoignent aujourd'hui les rescapés de cette escroquerie à l'échelle multinationale. Scientologie, la vérité sur un mensonge, tout de suite dans Infrarouge. La Scientologie est une religion qui possède des méthodes pour vous aider à trouver des réponses aux questions de la vie, vos propres vérités sur la vie et sur vous. La Scientologie, pour moi, c'est un cancer. Moi, je l'ai dit et je me prends la responsabilité de ce que je dis. C'est un cancer. L'un des principes fondamentaux de la religion de Scientologie est qu'une personne peut améliorer ses conditions de vie dans la mesure où on lui laisse découvrir des vérités à son sujet. Je ne savais pas que c'est le début d'un engrenage qui allait me casser humainement, physiquement, financièrement et moralement. En Scientologie, l'audition est une activité précise, méticuleusement codifiée au moyen de procédés exacts, décrits en détail dans de nombreux livres et des centaines de textes. J'ai un espoir minime que mes enfants se rendent compte de ce que c'est que la Scientologie. Mais ils sont tellement endoctrinés après tant d'années. La Scientologie vous offre des méthodes à employer pour accroître vos aptitudes et atteindre votre plein potentiel dans la vie. Car le sujet de la Scientologie, c'est vous. J'ai aidé un escroc à commettre des escroqueries, c'est clair et net. J'ai aidé M. Hubbard à laver le cerveau à pas mal de gens. Scientology is knowledge. Total knowledge is total power. But prepare yourself for phase 2. Not only the greatest recovery of lost tech in history, but basic on the chain, and from which Scientology will never be the same. So, welcome back to Clearwater, Florida, and the OT Summit 2007. Thank you. Thank you very much. All right. Tonight is the first day of school, and that's why I say, welcome to this evening's event and golden age of knowledge for eternity. Le numéro 1 de la Scientologie mondiale, c'est lui, David Miscavige. Il avait 27 ans lorsqu'il a pris la succession de Ron Hubbard à sa mort en 1986. Le numéro 1 de l'église de Scientologie en France, c'est lui, Alain Rosenberg. Il arrive au palais de justice de Paris où s'ouvre un nouveau procès contre la Scientologie, intenté par 2 ex-adeptes pour escroquerie en bande organisée. Ses dirigeants sont jugés en tant que personnes physiques et, pour la première fois, l'organisation est attaquée en tant que personne morale. Tout l'état-major est là, les pontes de l'organisation française. Il y a même les gardes du corps qui encadrent les adeptes cités comme témoins par la Scientologie pour sa défense. Vous pensez que la pensée de Ron Hubbard, c'est la vérité? Absolument. Sinon, je ne serais pas là. Vous êtes scientologue depuis 34 ans, vous êtes un scientologue heureux? Ah ben complètement, moi je suis vraiment, mais alors, archi heureux, quoi. Je mène une vie on ne peut plus heureuse et je souhaite vraiment à beaucoup de Français d'avoir la vie que je mène. Ce qu'a fait Hubbard, c'est de nous donner un outil avec cette connaissance gigantesque qui nous permette de découvrir par nous-mêmes qui nous sommes en tant qu'êtres spirituels. Nous, on a un mouvement qui monte depuis un certain temps et toutes les semaines, ça grandit et on a des solutions pour lutter contre les drogues. Donc effectivement, ça ne doit pas faire plaisir à ceux qui profitent du malheur des autres. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci, Gwina.
ce n'est pas la première fois que la scientologie est renvoyée devant un tribunal. Ses responsables ont déjà été condamnés à 4 reprises. 2 fois pour escroquerie, 1 fois pour fichage illicite d'anciens membres, 1 fois pour homicide involontaire. Mais jamais la scientologie n'a été jugée en tant que personne morale. C'est donc une première en France. Quel est pour vous l'enjeu principal de ce procès? Écoutez, si on peut aboutir à l'interdiction de la scientologie en France, ou au moins de cette organisation, on va avoir ceci, c'est que ça va faire boule de neige ailleurs. Parce que la scientologie n'a pas que des procès en France, elle en a aussi aux États-Unis. Il y a des gens qui l'ont attaqué pour torture, pour séquestration, etc. Et il y en a encore en France derrière. Il a dit tout et rien sur la scientologie pendant 2 semaines dans les médias. Et le procès s'est joué dans les médias. Et nous disons c'est un procès en hérésie. C'est de la chasse aux sorcières. Écoutez, moi je prépare un documentaire. On vous a demandé des interviews depuis plusieurs semaines. Vous refusez de nous recevoir. Est-ce que vous m'accorderiez une interview? Oui, bien sûr que oui, mais je peux vous la donner si vous souhaitez. Bon, bah, voilà. écoutez, on prend rendez-vous. Je suis Agnès Bron et je suis porte-parole avec Madame Gounard. Eh bien, on prend rendez-vous, je vous donne mes coordonnées et vous m'appelez. Aucun porte-parole de la scientologie ne nous contactera malgré nos demandes répétées. Ce procès s'inscrit dans un certain nombre de procès qui se dérouleront dans les années à venir. Et je crois que ce que craint la scientologie, c'est que ce procès soit l'occasion de franchir encore une étape supplémentaire dans la révélation des méthodes de cette secte dangereuse, et puis de donner l'occasion aux juges de prononcer des sanctions contre la structure, l'organisation, la personne morale. Et puis s'il y a une accumulation de sanctions, à partir d'un certain moment, on se posera très sérieusement, je pense, la question de l'interdiction de la scientologie en France. Effectivement, après 3 semaines de débat, le procureur de la République a demandé au juge du tribunal correctionnel la dissolution de l'organisation dite Église de Scientologie. Le verdict sera rendu fin octobre. Le fondateur de l'église de Scientologie, c'est lui, l'Américain Lafayette Ron Hubbard, dont le corps est enseveli dans un mausolée au cœur du désert du Nouveau-Mexique. Tous ses écrits et enregistrements sont conservés avec lui, bien à l'abri dans des coffres en titane indestructible. Il attend là, dans ce repère qu'il a voulu visible par les extraterrestres, de renaître à la vie. Mais qu'est-ce donc que cette église de Scientologie qu'il a fondée en 1950 ? I could understand how you'd be curious. I mean, you walk in and you go, what is it? What is this place? Walking to a Church of Scientology is very much a new kind of experience. Scientologists have a church because it's a place where we can go to study, to have Sunday service. We do the same types of things. We have our Sunday services, we do marriages, we have naming ceremonies. You're always welcome. Through Scientology, is it possible to reach towards God? Oh, very definitely. A Scientologist, before he has gone very far, begins to realize the nature of the universe. He realizes that this didn't all just occur spontaneously one fine day out of some scientific formula. And he realized there must have been an author to all of these things. And he also realizes, oddly enough, in his own participation. On admet que c'est une religion parce qu'on ne peut pas formellement prouver exactement le contraire. Roger Gonnet a été cadre dirigeant d'une antenne de la Scientologie à Lyon. Il a passé 25 ans, un quart de siècle, dans l'organisation. La réalité, c'est que c'est une pseudo-psychologie, une patamédecine. Ça, c'est clair et net. Ça n'a pas quelque chose de religieux. Et les scientologues se disent, oui, c'est une religion, parce que d'autres scientologues plus anciens leur ont dit, oui, c'est une religion. Mais la réalité, c'est que s'ils comparent ça avec une religion, ils ne vont jamais trouver des points communs. Scientology could be called, well, you could call it a religion of religions. Nous, les membres de l'Église, croyons que tous les hommes, quelle que soit leur race, couleur, croyance, ont été créés avec des droits égaux. Que l'étude du mental et que la guérison des maladies d'origine mentale ne devraient pas être séparées de la religion, ni tolérées dans les domaines non religieux. Et que rien de ce qui est inférieur à Dieu n'a le pouvoir de suspendre ou d'ignorer ses droits,
de façon ouverte ou couverte. Appel à la transcendance, appel à un Dieu unique et absolu, semble-t-il, mais en même temps, nous pouvons remarquer que ce Dieu n'est nullement défini d'aucune manière. Et que donc on ratisse large, ce qui permet du même coup d'avoir le fantasme d'intégrer toutes les religions, révélées ou pas, instituées, toutes les confessions, les églises et groupes divers dans la grande NAS, je parlerai de NAS et non pas d'accueil dans quelques paradis, dans la grande NAS scientologue. Lafayette Ronald Dubar est né le 13 mars 1911 à Tilden, Nebraska. Je pensais que la version de la biographie de Ron Hubbard donnée par l'Église était vraie. Russell Miller, journaliste anglais, a écrit une biographie critique de Ron Hubbard. Elle lui a valu de nombreux ennuis. Il a même été accusé de crime par la scientologie. Dès que j'ai commencé à vérifier la réalité des faits, j'ai découvert qu'il s'agissait d'un tissu de mensonges. En juin 1932, il organisa la première de plusieurs expéditions dans des terres lointaines et primitives. Il ne fut pas non plus un grand explorateur. Il dirigea une expédition dans les Caraïbes qui se termina en désastre. En fait, il n'atteignit jamais les Caraïbes. Et ça continue, ça continue. C'est ainsi que le lieutenant Ron Hubbard devint capitaine de vaisseau de guerre sur l'Atlantique et le Pacifique. Il reçut des médailles prestigieuses pour son service au combat. Les prétendus exploits de guerre de Ron Hubbard sont une vaste plaisanterie. J'ai d'ailleurs une lettre du département de la Défense détaillant les médailles qu'il a reçues. C'était simplement les médailles de base que tout soldat qui avait combattu pendant la Seconde Guerre mondiale recevait automatiquement, le minimum. Mais il n'a jamais reçu les autres, comme le prétend l'Église. Le prestigieux club des explorateurs, dont les membres ne sont acceptés que sur invitation, lui fit l'honneur de l'accueillir parmi ses membres, et il dirigea alors 3 autres expéditions sous la bannière du club. Aucune des affirmations faites à son sujet par l'Église n'était vraie. On ne trouve pas trace dans les archives académiques des merveilleux diplômes qu'aurait obtenus Lafayette Ron Hubbard. Tout ceci fait partie des affirmations faites par l'Église pour le faire passer pour un être extraordinaire. Eh bien, rien de ceci n'est vrai, que des mensonges. Ron Hubbard écrivit dans tous les styles, aventure, intrigue, science-fiction, fantastique, western, et même des histoires romanesques à l'occasion. Lafayette Ron Hubbard était un écrivain de science-fiction à succès. C'était son métier, il gagnait bien sa vie. Et soudain, le magazine pour lequel il écrivait a annoncé la publication d'une série sur la dianétique, cette nouvelle science consacrée à la santé mentale. C'est sorti de nulle part et je n'ai jamais découvert, malgré toutes mes recherches, d'où c'était venu. Mais c'est certainement un bricolage de magie noire, d'occultisme, de chamanisme, de croyances orientales, qui ont produit une soi-disant philosophie qui, si vous lisez la dianétique, et je me demande combien de gens l'ont lu, mais moi je l'ai lu, est une ineptie totale et absolue. Ce livre contient la découverte du mental réactif, source cachée des cauchemars, des peurs irrationnelles, des contrariétés et de l'insécurité. The earliest book on the subject, of course, is not Scientology, but Dianetics Through Mind. Brièvement, il est clair qu'on est en face d'un personnage qui est un homme certainement brillant, très dérangé, très pathologique, et qui a un grand pouvoir de séduction et de mise sous emprise, notamment en usant d'un discours confusionnant qui vous empêche de saisir le véritable sens de ses paroles. I'm a Scientologist. I'm proud to be a Scientologist. It makes me really hopeful that there can be change in the world, you know, even if it's as small as one person. Evils in society which definitely should cease, and we are taking some responsibility for them. Nous te présentons ce credo magnifique, messianique, nous avons sauvé le monde, te permettre d'être toi-même. Tu ne seras plus aliéné, dépendant de ton papa, de ta maman, du discours de la grand-mère, du curé, de l'instit ou de son chef. Bon. Et que donc
il y a un renversement projectif qui fait rentrer dans un système paranoïaque, tout simplement. Un système paranoïaque où il y a les bons et les méchants, évidemment, avec le fait que le bourreau devient le sauveur, et que donc c'est le système délirant qui est donné comme la norme. La première rencontre avec la scientologie se fait principalement dans la rue, par des campagnes de démarchage, comme ici, un samedi devant un grand magasin parisien. Les scientologues abordent les badauds pour leur vendre les ouvrages de Ron Hubbard ou pour leur proposer un test de personnalité. Une entrée en matière anodine. C'est ce qui est arrivé à Didier, à l'été 2006. Il y a 3 ans, classe des Ternes, j'ai participé à une expérience de télémètre, ils appellent ça un télémètre. Vous tenez 2 cylindres, un dans chaque main, on vous pose 2-3 questions, vous parlez d'un sujet qui vous intéresse et on calcule vos émotions avec une aiguille. Vous avez fait ça par curiosité? Totale. Et donc vous avez donné votre adresse? Oui, alors ça c'est l'adresse, et puis j'ai acheté un livre et je suis arrivé tout fier à la maison avec mon bouquin sur la Dianétique de Ron Hubbard. Sans savoir encore, naïf comme je suis, que c'était la scientologie. Après ce premier contact, Didier, 52 ans, qui travaille dans le cinéma comme assistant décorateur, reçoit de multiples courriers de l'église de Scientologie. Cela dure 3 ans et finalement, à force de sollicitations, il décide de sauter le pas. Il se rend à l'église de Scientologie de Paris. C'est à ce moment que nous l'avons rencontré. Il accepte que nous le suivions dans sa démarche. Régulièrement, il témoignera de son parcours initiatique que lui seul décidera d'interrompre ou de poursuivre. Nous étions le 6 avril, c'était hier. J'arrive devant une déventure assez sympa, église des Batignolles, joli quartier, bien reçu par la standardiste. Didier est au Celebrity Center, une église spécialement réservée au milieu artistique. 7 avril 2009, premier jour en scientologie. Je suis tombé sur 2 jeunes femmes absolument charmantes, très gentilles, à qui j'ai posé des questions qui me venaient à l'esprit. La séance a duré combien de temps? Hier, les deux entrevues ont duré au total 3 heures, 3 heures et demie. Je suis parti, il était 19h30. Et vous avez répondu à un test de personnalité? Un questionnaire que j'ai rapporté avec des petites croix, avec des petites encoches. C'est 200 questions qui se recoupent pour déterminer la thérapie, entre guillemets, qui me conviendrait le plus pour appréhender mon problème. Et s'il y en a. Ils vous ont posé des questions sur vos revenus, sur votre métier? Non. Sur votre, mon métier, oui. Sur vos revenus? Non. Votre fortune personnelle? Non. Pas une seule seconde. Non, mais ça m'a l'air très, très sincère. Les gens que j'ai reçus y allaient plutôt pour un développement personnel, parce qu'à la base, la scientologie vous propose des méthodes qui sont censées vous améliorer, tant sur la communication que sur votre performance professionnelle. Et on y va à la base pour ça. Et il se trouve qu'au début, effectivement, les méthodes fonctionnent et il y a des améliorations. Donc on veut voir plus et c'est à partir de ce moment-là où on commence à se faire happer. Therefore, it becomes rather difficult to tell somebody who is out on the street there, and you say Scientology, and this is where and what we do. Well, he isn't aware of the fact he's got any place to go, don't you see? He doesn't think he can get any better. He doesn't think anything's going to change, and so forth. Well, you have to show him. Alain Stoffen, qui enseigne aujourd'hui le piano dans la région parisienne, avait 24 ans en 1985. Il venait de quitter sa Belgique natale pour prendre un poste d'enseignant à l'école du rythme à Paris. Une école dont la plupart des professeurs sont scientologues. C'est par eux qu'il entre en contact avec l'organisation. Moi j'arrive donc dans un endroit
rue Legendre, Paris 17e, en plein milieu du quartier des Batignolles, très sympa. Je monte un escalier, le long de cet escalier, de ce couloir, toutes les photos des stars internationales qui font de la scientologie. John Travolta, Priscilla Presley, Tom Cruise et d'autres stars sont la vitrine de la scientologie. Ces adeptes célèbres et grands bailleurs de fonds de l'Église accélèrent leur progression dans la hiérarchie de l'organisation à coups de centaines de milliers de dollars. Au milieu de ces stars, la photo de Chick Corea, donc forcément, je dis très bien, il est là, donc pour lui c'était mon modèle, donc je me sentais déjà un peu chez moi. J'y vais pendant 2 semaines, tous les matins, donc pendant 2h50, donc de 9h30 à midi. C'est des exercices qu'on fait donc en binôme avec une autre personne, des exercices pratiques, très intéressants. Je sors de ce cours avec un truc extrêmement agréable, c'est que je sens que moi qui avais très peu d'assurance, surtout quand je montais sur scène, j'avais énormément le trac, tout ça, ça avait été balayé pour une grande partie. Donc moi, Alain Stoffen, qui aspirait à une carrière artistique, je me sens artiste au fond de moi. Dans cet endroit, j'ai de l'importance aux yeux de ces gens-là. Et pour moi, c'est la première fois de ma vie que j'éprouve ça, qu'on me dit « Attends, toi, tu es quelqu'un d'important à nos yeux. Et en plus, tu as un rôle à jouer en tant qu'artiste dans la société. » 24 avril 2009, 18e jour en scientologie. Ça s'est bien passé, ils m'ont accueilli alors formidablement bien. Plus la semaine passée, plus ils m'accueillaient bien, donc parce qu'ils voyaient que j'étais relativement assidu à leurs cours, donc je venais tous les jours. Je suis venu tous les jours. Et hier, c'était même exalté, l'accueil. Comment vas-tu? Quelle surprise? Et là, vous avez le résultat de votre test de personnalité? Mon test d'évaluation. Alors, mon test d'évaluation a été fait quand même une des premières journées, la deuxième journée, où j'ai discuté pendant 4 heures avec une jeune femme absolument charmante qui m'a dit ben voilà, ce qui ressort, c'est que je suis instable et dispersé. Je suis le contraire de heureux, je suis déprimé même, à la limite. Au point de vue assurance, je suis à peine dans la moyenne. Je ne suis pas agressif, mais limite. Responsable, irresponsable. Voilà, alors là, je vais carrément dans le pic de la... Je suis absolument irresponsable. Je suis, à mon avis, le sujet idéal pour une thérapie de scientologie. En scientologie, la séduction, je pense qu'elle commence par l'amorce du test de personnalité. C'est quelqu'un s'intéresse à moi, il me donne une vraie définition de ce que je suis, supposément, et en plus il me propose des solutions. Donc pourquoi ne pas essayer? Lorsque d'autres s'affolent, restez-vous relativement calme? Avez-vous tendance à exagérer une plainte justifiable? Avez-vous parfois la sensation que vous parlez trop? Est-ce que vous saluez les gens avec effusion? J'ai fait ce test de personnalité et lorsque il a été analysé et que j'en ai vu les résultats, eh bien, les courbes négatives correspondaient à ce qui me faisait un peu mal dans ma vie, quoi. Louise, informaticienne, est restée 12 ans dans la scientologie. Elle y est entrée en 1990. Elle avait 36 ans. Là, on m'a dit que ces choses qui me gênaient, on pouvait très bien les résoudre. Et moi, je me suis dit, après tout, pourquoi ne pas essayer? Je suis arrivée l'esprit très ouvert là-bas. Ces tests sont complètement truqués. Ils sont destinés à vous écraser en bas. C'est-à-dire à vous faire paraître en bien pire état que vous n'êtes en réalité. Donc, on vous montre une image de vous qui est bien pire que ce qu'elle est. Mais ce qui est très très étonnant, c'est qu'avec l'aplomb qu'ont les scientologues, ils vous font passer cette image comme si c'était la réalité. Donc ils arrivent dans bien des cas à vous faire avaler qu'effectivement vous êtes dans un état terrifiant. Et que donc il faut faire de la scientologie, bien entendu, c'est un outil de vente. 15 mai 2009, 39e jour en scientologie. Les gens sont absolument sympathiques. Bien sûr, il y a toujours de la séduction. Il y en a qui séduisent, il y en a qui posent des questions, et il y en a qui font en sorte d'accélérer le mouvement.
Didier, perds pas de temps, c'est formidable les questions, mais bon, lis cet ouvrage, il y a autre chose à faire. Tu verras que ton intelligence va totalement être modifiée, augmentée, et petit à petit, tu arriveras à une intelligence totalement supérieure. À chaque niveau de dianétique, vous augmentez votre intelligence et vous augmentez votre QI. Aujourd'hui, ça a été quand même, à mon avis, la journée d'un choix à faire. Est-ce que les cours t'intéressent? Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu n'es pas ralenti par quelqu'un d'extérieur qui essaye de te ralentir, qui te critique, qui critique la scientologie, qui te met des bâtons dans les roues, et je leur ai bien dit, il n'y a aucun souci, ça m'intéresse, et en même temps, les questions sont là, donc j'ai besoin de réponses. Dès que vous posez une question, il vous rabat sur autre chose, sur un autre ouvrage ou sur un CD ou sur un DVD pour vous répondre. Il ne va pas vous répondre. Alors moi, j'ai dit ce que j'ai dit au superviseur. Moi, je voudrais que tu me répondes par toi-même, toi, ce que tu en penses réellement. Il me dit, tu as envie d'aller trop vite. Pour eux, la scientologie est une science exacte, aboutie. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de progrès à faire ou d'amélioration à faire. Les livres sont écrits et c'est abouti. L'œuvre de Ron Hubbard, c'est quelques 5000 écrits et 3000 conférences enregistrées. Quand on lit Ron Hubbard, effectivement, lui présente ça comme quelque chose d'exact, qui repose sur des millions et des millions d'études réelles et sérieuses, sauf qu'il ne donne jamais ses sources. Donc on ne sait jamais quelles sont les études en question, qui les a faites, sur quoi ça portait. Et en fait, il assène comme ça des vérités sans donner aucune source. A being is a being. He is a spirit, and he actually can exist independent of his body. This is one of the more interesting discoveries in Scientology. Quand on rentre en scientologie, de toute façon, on rentre jamais en scientologie par soi-même. On est attrapé dans leur filet, parce que forcément, ils tissent une espèce de toile, et puis ils vont obtenir toutes les informations pour voir justement quelles sont les choses qui vous touchent, s'il y a un mal-être ou pas, parce que chez moi, j'étais pas dans un mal-être, donc c'était pas ça qu'ils devaient exploiter. Donc ils devaient exploiter mon envie d'aller de l'avant artistiquement. Et donc, une fois qu'ils ont mis le doigt sur ce point faible-là, donc ils vont commencer à l'exploiter, tout simplement pour déstabiliser les gens, et pour petit à petit les les installer dans une position de vulnérabilité. Pour atteindre ce but, la scientologie dispose de toute une panoplie d'exercices. Lève-toi. Celui-ci, par exemple. Merci. Assieds-toi sur cette chaise. Merci. Alors beaucoup plus fort, hein. Il faut hurler au cendrier. Vous projetez votre attention en hurlant. Lève-toi. Ron Hubbard s'inspire des méthodes de la psychologie comportementaliste née dans les années 50. Merci. Expérience de conditionnement mental pratiquée par la CIA. Lève-toi. Et techniques de développement personnel en vogue dans les entreprises américaines à cette époque. Et il les réadapte. Merci. Alors, il faut donner les commandements de façon à ce qu'il y ait davantage d'intentions mises dans le cendrier. Là, ça paraît pas naturel, votre façon de lui commander. Il faut lui donner vraiment à lui. Allez-y. Lève-toi. Sans jamais utiliser la violence, les barrières tombent à force de répétition. Assieds-toi sur cette chaise. Merci. En hurlant davantage, encore plus d'intention. Cet entraînement a pour but d'enseigner à la personne comment contrôler et diriger les autres. Assieds-toi sur cette chaise. Merci. L'intention définitive est plus grave que ça, puisque cet exercice s'appelle le training d'endoctrinement supérieur. Donc c'est bel et bien de l'endoctrinement. Voilà. Bien, maintenant nous allons donc faire le CCH1. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Cet exercice peut durer quelques minutes ou plusieurs heures. Donnez-moi cette main. Son but est d'amener le nouvel adepte à répondre sans réticence au commandement de la personne en face de lui. Donnez-moi cette main. C'est un apprentissage de la soumission. Merci. Et ça va durer longtemps? Ça peut durer un certain temps, oui, jusqu'à ce qu'on ait atteint le phénomène final de
ce processus. On reprend. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Merci. Donnez-moi cette main. Merci. Ensuite, l'adepte se fait contrôler par un auditeur qui va vérifier au moyen de l'électromètre si la séance s'est bien déroulée. Merci. L'électromètre. En fait, un simple appareil de mesure électronique, adapté par Ronebard. Les scientologues prétendent mesurer avec cet instrument l'état mental, la détresse et les fragilités des adeptes. Cette opération est appelée audition. L'audition consiste à poser des questions spécifiques destinées à aider la personne qui y répond à trouver et à résoudre des aspects de sa vie qui la tourmentent. Cette action est effectuée avec un auditeur, terme qui signifie une personne qui écoute. On peut vous poser la même question pendant des heures et des heures et des heures. Et tant que l'aiguille ne flotte pas, eh bien, on vous repose la question. Donc, au bout d'un certain temps, fatigué, eh bien, j'ai dit, peut-être. Et ces questions qui vous harcèlent en permanence, à un moment, il y a des mots qui sortent. Et là, vous dites, ça y est, j'ai trouvé la bonne réponse. Donc, vous êtes soulagé. Mais vous êtes soulagé que ça s'arrête. C'est ça, le truc. Et donc, après, vous allez signer, vous passez chez l'examinateur pour voir si la procédure s'est bien passée, si votre aiguille flotte toujours. Donc là, bien évidemment, vous êtes tellement soulagé que l'aiguille flotte encore. Et vous rentrez chez vous, et là, vous êtes mal. Parce que vous vous rendez compte que rien ne s'est véritablement passé. 5 juin 2009, 60e jour en scientologie. Ils sont là, aux petits soins, pendant les cours, autour de moi, et même quand je suis pas là, ils me téléphonent très régulièrement pour savoir si je suis disponible pour une éventuelle pièce de théâtre, ou pour un spectacle, ou pour un séminaire. Heureusement que je prends de la distance en disant peut-être, je suis jamais sûr de venir, je dis toujours peut-être, sinon il y a forcément un déracinement ou une séparation d'un bord ou de l'autre. C'est-à-dire, soit je me sépare d'eux, soit je me sépare de mes amis, de mes proches avec qui je dois dîner ou aller ou des rendez-vous que je ne peux pas avoir parce qu'ils sont omniprésents. C'est le piège. Vous pensez encore que vous pouvez basculer ? Oui, mais je pense encore. Ce côté affectif, des fois, me rend vulnérable. Nous vivons dans un monde aux prises avec une épidémie d'abus de drogue et de dépendance. Non seulement les drogues tuent des dizaines de milliers de gens par an, mais les crimes provoqués par la drogue affligent toutes les communautés. Ma fille, elle s'était mariée très jeune. À 18 ans et demi, elle est restée veuve. Son mari est mort dans un accident de voiture. Et elle est tombée dans la drogue. Maria Pia Gardini, riche italienne, productrice de cinéma à Rome, est entrée dans la scientologie par amour pour sa fille Frederica. C'est sur les conseils d'une amie que Frederica avait entamé une cure de désintoxication dans un centre scientologue, le Narconon. Des scientologues du monde entier travaillent à Narconon et soutiennent activement le programme de réhabilitation des drogués et de prévention. Ma fille voulait vraiment sortir de la drogue. Elle a réussi, mais le Narconon, c'est la porte de la scientologie. Elle est entrée en scientologie. Bien sûr. Au Narconon, ils étudient sur les livres de Ron Hubbard. Et moi, je ne savais rien de la scientologie. J'avais jamais entendu parler de ça. Mais puisqu'elle était sortie de la drogue, j'ai donné confiance. Un soir, elle m'appelle, elle me dit, écoute maman, tu sais quoi? Moi, je ne peux plus ni parler avec toi, ni te voir. Je dis, comment ça se fait ça? Ah, tu es contre la scientologie, tu dis que ça coûte trop cher. Elle a dit, non, moi, je dois casser complètement les rapports avec toi. Je dis, ah bien, tiens, ça c'est bizarre. Hein? Quand il y a à prendre l'argent, alors là, tout le monde arrive. Quand il y a
Et j'ai dit, écoute Federica, qu'est-ce que je dois faire pour pouvoir continuer à te voir, à te parler? Ah, tu vas à l'organisation de Rome de la scientologie et tu verras. Moi, les jours après, je me rappelle, c'était un samedi. J'arrive à l'organisation de Rome, tout le monde était tellement gentil, tu sais, ils font ce que les Américains appellent le love bombing. La séduction. Les scientologues s'impliquent dans des programmes associatifs, dans des programmes anti-drogue. Ils investissent beaucoup d'argent dans des politiques anti-drogue locales et dans le règlement des problèmes sociaux. Cependant, la doctrine de l'Église n'a pas changé. Et les principes de secte sont encore fermement ancrés dans l'Église de Scientologie. Les gens continuent à être aliénés, à être encouragés à couper tout contact avec leur famille et à suivre à la lettre l'endoctrinement classique de la Scientologie. Go to the moment you learned about your father's death. I'm not really up for that today. Can we find something else to run? I understand. Let's give it a try. Let's go to the moment you learned about your Et là, ils m'ont attrapé parce que j'avais perdu mon père. L'auditeur, elle était très gentille. Elle m'a commencé à me faire parler de la mort de mon père, reparler. Alors là, j'ai pleuré, je suis passé à travers toutes les émotions. Et à la fin, j'étais bien. Je pouvais parler de la mort de mon père tranquillement. J'ai dit, tiens, ça marche, cette histoire. J'ai payé, c'était 11 millions et quelques. Et j'ai continué. C'était bénéfique parce que... Mais écoute, après, quand je pensais à ça, j'ai dit, mais c'était des séances de psychologie. Si moi j'avais été chez un bon psychologue, il m'aurait fait le même. Man has believed in life everlasting much longer than he has believed in being an animal. He's only believed that he was an animal, really, since he saw the first psychologist. « 19 juin 2009, 74e jour en Scientologie. Maintenant, je réponds de mieux en mieux, de plus en plus rapidement, et avec tout ce groupe qui se resserre autour de moi, qui m'encourage, vas-y Didier, et voilà. Donc, et ensuite, aujourd'hui, donc j'ai fini une session, là, en particulier, sur la dianétique, qui est le plus difficile. Je ne suis pas loin de la fin, regardez, je suis là, il me reste, voilà ce que j'ai fait, voilà ce que j'ai fait, j'en ai fait énormément, il me reste ceci. En fait, il faut que je réponde absolument comme ils veulent. C'est pas la peine de personnifier vos réponses. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent que vous soyez convaincus de la véracité de tout ce qu'ils nous apprennent. Tant que je doute, je ne peux pas avancer. Je ne peux pas passer au chapitre suivant. Now we have here just the chart itself, which has been published. And it goes from the bottom up. It is read from the bottom up. And it even has an elastic bottom. Some people are more bottom than others. Il y a tellement de cours. Si je vous montrais ce qu'ils appellent la charte, le bridge, le pont vers la liberté totale, il n'y a pas loin de 200 étapes qui sont répertoriées. J'en ai peut-être fait, je ne sais pas, 60 ou 70. Ils ont dit, mais écoute, il faut que tu continues, tu vas tellement bien, achète ton bridge, tu vas faire des niveaux. Le bridge, c'est le pont. Le pont. Moi, j'ai grimpé jusqu'en haut, jusqu'à la fin. Je l'ai tout fait, d'un côté et de l'autre. Les différents niveaux sont les étapes que tout adepte doit franchir pour atteindre l'ultime échelon désigné par Ron Hubbard comme la liberté totale.
ce moment-là, j'ai vendu mes sociétés de cinéma. Je suis rentré dans le staff américain de la Sea Org. En fait, c'était pour revenir près de votre fille? Oui, pour courir après d'elle. La fille de Marie Appia avait en effet signé un contrat avec la Sea Org, l'organisation de la mer créée par Ron Hubbard en souvenir de sa vie antérieure comme capitaine de galion. La Sea Org est une organisation paramilitaire, basée aujourd'hui sur un luxueux paquebot, le Free Winds, qui croise généralement dans la mer des Caraïbes. Tout adepte qui veut atteindre le sommet de la scientologie doit passer par cette université flottante. La Sea Org a aussi des antennes en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis et au Danemark. C'est l'élite de la scientologie. Et je me dis, tiens, ouais, ben si un jour je m'engage davantage, c'est là que je vais aller. Mylène, cadre dans l'aéronautique, mère de 2 enfants, avait 30 ans lorsqu'elle est entrée dans la scientologie à la suite de son divorce. Elle y est restée 22 ans. Donc je vais raconter cette prise de conscience à un membre de la Sea Org qui me dit oh, « faut que tu signes ton contrat, t'es prête ?» Et moi, je me dis pourquoi pas. C'est pas la peine d'attendre si je suis prête. C'est un groupe qui me plaît, j'aime les buts, clarifier la planète, faire une planète sans criminels, sans guerre, etc. Oui, ça me plaît bien. Vous y croyez vraiment? Ah oui, personne m'a forcé la main. Hein. Donc on m'amène ce contrat, et puis je le lis. Donc c'est un contrat comme on fait signer à des employés. Hein. Et moi, je signe, voilà. Et me voilà. Le contrat de la Sea Org, c'est un contrat moral, mais que vous signez sur papier, bien sûr, par lequel vous vous engagez à rester en scientologie ou à travailler pour la scientologie pendant 1 milliard d'années. Vous apprenez ensuite qu'effectivement, vous aurez droit à 21 années de congé entre 2 vies. Mylène va entraîner ses 2 fils dans son aventure scientologue. Au gré de ses pérégrinations entre le Danemark, les États-Unis et l'Angleterre. J'ai fait des choses en ce qui concerne mes enfants dont je ne suis pas fière du tout. Voilà. Et c'est uniquement au niveau de la négligence. Je pense que j'ai négligé mes enfants et que c'était bien vu. Mais je veux dire qu'au niveau de mon travail en tant qu'auditeur ou de mon travail en tant que superviseur de cas, là non. J'ai toujours eu l'impression que je faisais du bien, au contraire. Et c'est ça, en fait, qui contrebalançait le fait que, je suis une mère, d'accord, mais j'ai un rôle beaucoup plus important. Donc, je suis d'abord auditeur. Je suis d'abord superviseur de cours. Et la famille, eh bien, c'est quand même moins important que la planète. Voilà. Well, when they get up to the point where they recognize the world is in need of change, they are a Scientologist or capable of being one. 5 juillet 2009, 90e jour en scientologie. À force de lire et d'emmagasiner des chapitres entiers, des connaissances liées à l'éthique, des fois j'ai l'impression d'être quand même assez contaminé, une espèce d'endoctrinement qui me fatigue. Effectivement, il y a des moments où je suis assez embrouillé, donc j'ai besoin d'abord de vous rencontrer, faire ces débriefings, parce que ça me rappelle quand même, ça me permet de mettre la tête hors de l'eau, parce que ça me permet de voir ces écueils disséminés qui sont très intelligemment dispersés, c'est-à-dire que vous ne voyez pas, ce sont des petits tessons, et vous marchez dessus, tac, voilà. Mais on ne s'en rend pas compte de suite. Et ça, c'est voilà. Au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de 3 mois, c'est maintenant que je commence à visionner, à visualiser, à repérer certaines choses qui me choquent. Dans le sud de l'Angleterre, Saint-Hill Manor est une des grandes bases de la Sea Org. Hubbard, au tout premier jour de la scientologie, avait acheté une grande maison appelée Saint-Hill. Depuis, la maison s'est considérablement agrandie avec toutes sortes de bâtiments annexes.
Si vous êtes quelqu'un de l'extérieur, vous n'êtes pas le bienvenu. Si j'allais à Saint-Île, par exemple, ils ne me laisseraient pas franchir la porte, parce que mon nom est sur la liste de leurs ennemis. Mais pour quelqu'un d'autre, pour toute recrue potentielle, l'épicentre, c'est Saint-Île. C'est là que Mylène, qui a été déclaré meilleur auditeur de la planète en 1993, est envoyée avec ses enfants. C'est là que mon futur va être scellé. Là, je prends mon poste d'auditeur et mes enfants, ils vont à l'école. Et c'est là que ça a vraiment commencé pour eux. Parce que tout d'un coup, au lieu d'être juste un petit peu incorporés parce que j'y étais, ils sont devenus, eux, complètement commis à cette cause aussi, parce qu'ils avaient exactement la même organisation. Ils avaient une espèce d'organigramme, puisque c'est l'organisation des cadets. Ils ont un chef. Ils ont un officier d'éthique, ils ont un superviseur de cours, ils ont un recruteur. Donc ils sont organisés. C'est un petit peu comme une mini-organisation. Mais à la Ron Hubbard. Hein. Alors moi, je pensais que c'était très bien. J'étais contente que mes enfants deviennent de vrais scientologues. Tous les enfants voulaient aller dans cet ordre, parce que pour eux, c'était très prestigieux. Et d'ailleurs, moi, j'appelais mes fils, quand ils ont travaillé dans cet orgue, je les appelais sœurs. Ils avaient 15 ans. Parce qu'ils étaient dans l'organigramme plus élevés que moi. Donc je ne pouvais plus les appeler par leur prénom, par exemple. Et moi, j'étais très fière d'eux. Parce qu'ils étaient très respectés, bien sûr. 25 juillet 2009, 110e jour en scientologie. J'ai plusieurs diplômes, là, comment surmonter les hauts et les bas dans la vie. Donc ça, c'est ce qui a suivi à la Dianétique. Ensuite, un autre, ce sont les cours des fondements, cours de self-analyse. D'accord. Voilà. Alors maintenant, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, c'est la purification. Alors, c'est en moyenne 21 jours. Ça peut être plus, ça peut être moins. Mais pour un adulte, oui, il faut compter 21 jours, 3 bonnes semaines. Ils vous ont expliqué en quoi cela consistait? Cela consiste en des séances de sauna, après avoir absorbé une certaine quantité de vitamines. Mais ces vitamines, comment vous les obtenez? Ils m'ont proposé de les obtenir par moi-même. Ils me donnent la liste, et n'importe quelle pharmacie. Et puis très très vite, ils m'ont dit, on a un numéro à te donner, marque-le. Donc c'est moi-même qui l'ai écrit. Un numéro qui est en Angleterre et où je fais la commande de ces vitamines pour une somme approchant les 150 €. Ça vous a coûté combien au total? J'ai déjà versé 1 000 €. Je dois verser 450 €. J'en suis à 2 000 €. Donc cette purification, est-ce que c'est sous contrôle médical? Oui, alors j'ai fait une visite médicale dans le 18e avec un docteur scientologue. Il n'y a pas eu d'électrocardiogramme, il n'y a pas eu de prise de sang, il y a d'autres choses. Enfin, non, ça a été très superficiel. D'après ce formulaire rempli par le médecin, je n'ai aucune faiblesse cardiaque, d'anémie, de carence nutritive, de problèmes rénaux et autres conditions. Enfin, tout cela, il l'a diagnostiqué avec un examen très partiel. Donc non, mais ouais, je crains un petit peu. C'est devant l'inconnu. Je ne sais pas du tout de quoi il s'agit. Donc oui, c'est cette crainte-là. The Purification Rundown actually opens the way to spiritual progress. It's an all-natural regimen which frees one from the harmful effects of drugs and toxins. Old drugs that you took, pesticides, you sweat all those things out of your system and you feel so much more alive. It's revitalizing. Donc le sauna, c'est une des procédures très intéressantes pour les scientologues parce que c'est facile à vendre. On fait croire aux gens qu'ils sont truffés de produits chimiques, de toxines, etc. et qu'il faut éliminer ça par la sudation et par des surdoses extraordinaires de vitamines. Quelques jours plus tard, Didier reçoit d'Angleterre un paquet avec ses fameuses vitamines. Tout ce que le corps a enregistré, a absorbé comme pollution et comme médicaments et comme drogue, comme alcool, tout ça doit être rejeté par sudation et avec des compléments alimentaires de vitamines. On purifie son corps, donc on purifie son âme, d'après eux.
Tous ces flacons de vitamines viennent en réalité de Clearwater, le grand centre de scientologie des États-Unis, où elles ont été fabriquées dans un laboratoire dirigé par des scientologues. Parmi ces vitamines, la niacine, en fait la B3, un antioxydant dont la dose normale pour un adulte est fixée à 14 mg par jour, la dose maximum tolérable étant de 35 mg par jour. Et d'après le programme de purification fourni à Didier, les doses à absorber vont aller de 100 à 5000 mg par jour. J'avale ma niacine, je cours, 20-25 minutes de footing, nous sommes partis au petit trot vers les Batignolles. Il y a une réaction chimique qui se fait, c'est le starter en fait, à une bonne sudation de sauna. Après ce jogging, nous sommes revenus au sauna. Température, ça monte de 68 à 90 degrés. Pratiquement sans pause pendant 2 heures. Et j'ai avalé, mais simultanément, une quinzaine de cachets différents. Donc j'ai dépassé un petit peu les 2 heures dans le sauna, au grand plaisir de la superviseuse, qui était étonnée de pas voir d'effet sur moi notoire. Parce que normalement, je devrais avoir des rougeurs, je devrais me gratter, je devrais... du coup, ma dose de niacine augmente dès demain. Alors, là, à l'issue de cette première séance, comment vous sentez-vous ? Je me sens pas si mal que ça. Ce sauna, par lui-même, m'a fait du bien. J'éprouve une fatigue saine. J'ai quand même eu du mal le dernier quart d'heure de sauna où j'avais quand même les pommettes en fusion. Vous avez l'intention de continuer ? J'ai l'intention de continuer, effectivement, j'ai l'intention de continuer, mais en sachant ce que peut me faire cette niacine, mais il me semble que c'est dangereux. C'est pas si anodin que ça. Soucieux d'être mieux informé des risques, Didier décide de consulter son médecin traitant. Moi, ce que je pourrais faire éventuellement, c'est me renseigner auprès d'un correspondant, s'ils sont encore là. Oh là là. Oh là là. C'était un colis de 4 kilos. Et qu'est-ce qui fait ça? Oh là là. Ça, c'est les baies. Oh là là. Ça m'effraie parce qu'il y a aussi des complexes de vitamine B dedans. Oh là là. Bon, écoutez, c'est votre décision, mais moi, ça me paraît un petit peu lourd. Hein. Vous dire que ça va purifier votre organisme, il le fait tout seul, l'organisme. Hein. Sauf quand on prend des excès quotidiens de drogue ou d'alcool, là, il en a à éliminer tous les jours. Mais sinon, quand on mange normalement, il n'y a pas d'élimination de déchets plus que l'organisme ne le fait. Mais bon. Donc ça, pour moi, c'est une idée un petit peu bizarre d'éliminer depuis l'enfance, parce que on a une mémoire des choses dans la tête, mais dans le corps, on élimine très vite spontanément. Moi, je vous proposerais quand même une prise de sang à faire maintenant, et peut-être à faire d'ici 15-20 jours. Prise de sang qui serait juste vérifier la fonction de votre rein, parce qu'avec certaines vitamines en excès, peut-être que le rein risque de souffrir un peu. Et moi, je suis frappée par 2 vitamines. La première, c'est la vitamine B3, PP, dite niacine, et la vitamine A, qui sont à des doses largement supérieures à ce qu'on devrait attendre. Alors, la niacine, elle est vasodilatatrice, elle donne donc des rougeurs, un prurite. Ça peut aller jusqu'au malaise. Elle entraîne aussi des troubles digestifs. Elle peut réveiller un ulcère gastrique ou duodénal. Ces vitamines, aux doses où elles sont, aux doses des comprimés, aux doses par comprimé et aux doses totales dans le flacon, ne peuvent pas, en France, être considérées comme des compléments alimentaires. Ce sont des médicaments. Ils doivent avoir suivi les procédures habituelles de mise sur le marché des médicaments, c'est-à-dire une évaluation du bénéfice-risque et une autorisation de mise sur le marché délivrée par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Ce qui n'est pas le cas. En scientologie, on vous enseigne que tout ce qui vient avec une procédure s'en ira grâce à cette procédure. Vous voyez le raisonnement. Tout ce qui vient avec le purif va partir avec la purification. Il parle même de cancer de la peau qui apparaîtrait et qui disparaîtrait, etc. Donc on s'attend effectivement à des manifestations extraordinaires. Dans son parcours en scientologie, Alain Stoffen, après l'étape de la purification, se rend à Copenhague, au Danemark, siège européen de l'Église de Scientologie. On me promet une vie de rêve. Et moi, j'ai cru à cette vie de rêve. Je suis arrivé à Copenhague, j'étais quelqu'un d'heureux, c'est un petit nuage. 5 semaines plus tard, je suis reparti de Copenhague, j'étais complètement détruit. Parce qu'en fait, en arrivant à Copenhague, on m'a soumis à des auditions, donc des techniques pures et dures de scientologie. Je ne savais pas que c'est le début d'un engrenage qui allait me casser humainement, physiquement, financièrement et moralement. Listen to me. I've had it. We're done. I understand. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Je ne savais pas à ce moment-là que ces auditions n'étaient rien d'autre qu'un outil pour déstructurer, pour vous vider de tout ce que vous avez de plus intime en vous, quoi. I'm gonna knock you across the room unless we end this right now. I understand, but we need to get through this. Go back to the beginning and go over it again. Pick up whatever additional data you can contact. Et petit à petit, on va me faire croire que le fait que je n'ai pas de résultat et que ça ne marche pas pour moi, c'est parce que j'ai une conscience coupable. Donc tout d'un coup, je me sens seul dans une détresse qui va complètement m'aspirer parce que j'ai l'impression que ça marche pour eux et pas pour moi. Je commence à dire le problème est en moi. Et c'est là que ça a été le début, c'est là que le piège s'est fermé contre moi. Tous mes heures arrivent à épuisement. Ils me disent bon, on va réétudier vos dossiers parce qu'a priori il y a quelque chose qui ne va pas. 2 jours plus tard, on me donne la nouvelle, la super nouvelle en disant finalement on a trouvé pourquoi ça ne marche pas. Donc maintenant ça va rouler, donc il faut rallonger, donc tu payes encore quelques heures en plus et tout va bien. Donc je ressors 6 000 francs. Et en fait le cauchemar continue. Donc en fait en l'espace de 5 semaines, j'ai déboursé plus de 50 000 francs. À un certain moment, je ne peux plus payer. Donc je ne peux plus payer mon hôtel, donc je suis hébergé, c'est un scientologue qui me propose un petit canapé, donc dans le salon, un petit matelas dans un salon, où on cohabite avec plein d'autres scientologues qui font des auditions à Copenhague, qui sont dans le même cas. Je n'avais plus d'argent pour me payer ma nourriture, donc pour trouver une solution, bon, j'ai été dans une cantine associative, on donnait donc des repas donc, à moindre prix donc à des sans-abri. Pour moi, c'était glauque, ça me mettait dans une situation d'insécurité, ce qui fait que le groupe, c'est devenu mon refuge. Et à partir de là, je vais vraiment me refermer dans le groupe. Et le groupe va devenir un refuge. Le monde extérieur va devenir dangereux pour moi. Lorsque l'on rencontre des adeptes qui soient scientologues ou autres, d'anciens adeptes, ils font toujours état d'un moment où, souvent très tôt, ils ont eu conscience de la folie, de la pathologie, de la perversion du fonctionnement groupal dans lequel ils étaient pris. Mais, outre ce qu'ils y avaient mis, il faut toujours se rappeler qu'ils ont été coupés de leur groupe d'appartenance. Primaire, c'est-à-dire essentiellement la famille, et secondaire, c'est-à-dire les collègues, les amis, etc. Bien. Et qu'il n'y a plus que le groupe qui reste. Je n'ai plus d'argent. Je ne peux pas partir. Qu'est-ce qu'ils me proposent? Ils disent, voilà, exceptionnellement pour toi, on va t'ouvrir une ligne de crédit. Tu finis et tu payeras plus tard. Je finis, enfin les heures vont s'accumuler. Ça va durer éternellement. À un certain moment, on me dit stop. Tu n'as plus le droit de te faire auditer.
Parce qu'en fait, on t'avait ouvert une ligne de crédit, mais on t'avait dit que ça allait durer 2 ou 3 heures. Mais là, en fait, ça fait déjà 20 heures que tu nous dois. Tu as une dette de 113 000 francs à l'église de Scientologie. Je m'attendais, ça va pas, c'est le triple du prix. Et en fait, c'est ce qu'il ne m'avait pas dit en me proposant cette solution-là. En fait, les conditions de cette proposition exceptionnelle, c'était tarif exceptionnel 3 fois plus cher. Quand on m'a présenté cette fameuse facture, avant de la présenter, on me dit, voilà, en fait, on a trouvé la raison pourquoi, depuis le début, tes auditions ne marchent pas. Parce que les auditions ne marchent pas quand tu as des crimes cachés. Et en fait, ils avaient découvert mon crime caché. Le crime caché, c'est que j'avais une dette envers eux. There is a bridge. And if you're going to go across from where you are now to where you're going to arrive, well, you go across on the bridge. And you might say ethics, as you will connect with an organization sooner or later and become aware of and so forth, is the traffic cop. En scientologie, vous n'avez pas le droit de dire que vous n'allez pas bien. Parce que si vous dites que vous n'allez pas bien, la personne qui entend ce message doit faire un rapport. Ce rapport est soumis à l'éthique et l'éthique va faire des investigations. L'éthique, c'est le code de conduite officiel de la scientologie. En réalité, il s'agit d'un système de surveillance et de délation des adeptes. Les officiers d'éthique sont chargés de faire respecter les règles de l'organisation et d'infliger les punitions. Une fois, j'étais sur un cours, il y avait une faute de frappe dans ce que je disais. Ça n'avait pas de sens. Ben, je me suis retrouvée en éthique parce que j'étais en désaccord avec Ron Hubbard. Il fallait quelquefois que je torde mon raisonnement pour lui donner raison, parce que je n'avais pas le droit de lui donner tort. Si moi je ne comprends pas, c'est parce que j'ai un problème d'éthique. J'ai sûrement des transgressions qui n'ont pas été dévoilées. Voilà. Puis après, mais je passe des journées. Hein. Je crois que j'ai dû passer une semaine dans le bureau de l'officier d'éthique. Je suis punie, je n'ai pas le droit de manger avec les autres. Il y a une cérémonie, je n'ai pas le droit d'aller y assister. Je suis dans le bureau d'éthique. En scientologie, en fait, on parle de la communication, mais c'est l'anti-communication. Parce qu'il faut toujours faire un rendement plus et plus et plus. Et du coup, vous n'avez pas le temps. Les horaires sont très lourds. Hein. Vous commencez le matin aux alentours de 9h, vous terminez le soir à 11h quand tout va bien. Quand les statistiques ne sont pas bonnes, ça peut être jusqu'à 2h du matin. Vous n'avez pas le temps de réfléchir, vous n'avez le temps de rien faire. Donc, et surtout, de ne pas penser. En langage scientologue, les statistiques mesurent le rendement que chaque individu, groupe ou organisation fournit dans son travail. En cas de rendement insuffisant, c'est la punition. Si tes statistiques sont hautes, personne ne peut te toucher. Si tu es suffisamment rusé, tu ne vas pas être puni. Tu produis beaucoup. Tu gardes ta production haute. C'était quoi les punitions? L'RPF, c'est la pire des punitions. Et c'est quoi la RPF? Rehabilitation Project Force. Ils commencent le matin à 6h, ils font des travaux manuels, mais les plus durs, comme des bâtiments. À midi, ils arrêtent pour une demi-heure, ils mangent ce qui est resté de la bouffe des autres staffs. Vraiment, les restes, ils mangent. Ils vont endormir, que c'est minuit, minuit et demi, 1h. Ils dorment sur des matelas par terre. En Amérique, soit en Floride qu'en Californie, il y a des cafards qui sont comme ça. Ils dorment par terre. Là où vous étiez à Clearwater, il y en avait? Oui, il y a l'RPF à Clearwater, il y a l'RPF à Copenhague, il y a l'RPF, les pires de tout, c'est en Californie, à Hemet. C'est au milieu du désert de la Californie. Et quand tu fais quelque chose qui ne s'en va pas, il y a un bâton très haut, comme ça, planté dans la terre. Il te met pour te punir avec une corde liée au bâton et tu dois courir autour. Courir autour. Ça, on vous l'a raconté ou vous l'avez vu? Ah, je l'ai vu.
Quand j'ai décidé, moi, de quitter Copenhague, j'ai été assignée aussi à des travaux dans les sous-sols. J'ai côtoyé dans ces endroits-là des hommes qui ne se lavaient plus, qui étaient négligés comme il n'était pas permis. Alors, bien évidemment, ils étaient en uniforme de Sea Org, mais il ne restait plus grand-chose d'humain dans leur attitude et dans leur... ils avaient perdu leur dignité. Ils ont commencé donc à écrire des rapports de délation à mon insu. Et un jour, suite à une erreur en interne, j'ai pu mettre la main sur ce qu'on appelle mon dossier d'éthique, qui est en fait un dossier que l'organisation donc compile en interne. C'est un dossier personnel, donc avec des notes confidentielles auxquelles le membre en question n'a pas le droit d'avoir accès. Ce qui suit est un programme pour manier Alain Stoffen. Faites attention à vous asseoir près de la porte dans le cas où il voudrait partir. Vous devez faire attention car une erreur peut détruire tout le maniement. Dites-lui que c'est sa dernière chance de manier ce cycle comme le ferait un scientologue. Dans tous les cas, vous devez lui faire signer une renonciation, ceci pour des raisons de sécurité. À la suite de ce rapport, Alain Stoffen est déclaré PTS, c'est-à-dire source potentielle de troubles pour la scientologie. Quand j'ai ouvert ce dossier-là, j'ai découvert en fait la face cachée de l'iceberg. Et c'est là que j'ai vu que tout ce qui s'est passé, donc toutes les manipulations, toutes les manœuvres d'intimidation et tout ce qui s'était passé pendant toutes ces années-là, en fait, avait été orchestré dans les moindres détails. Il y a la pression du groupe, il y a une mise sous terreur totalitaire dans le cadre du groupe, avec des surveillances, des délations, des relances, des menaces, etc., etc., etc. Donc la peur, elle est y compris, physiquement justifiée. C'est pas simplement de l'angoisse ou des fantasmes de peur imaginaires. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir de moments d'enthousiasme, d'impression, de bonheur absolu, etc., mais au prix de la perte de l'identité et de la subjectivité. 2 août 2009, 118e jour en scientologie. Ce soir, je suis fatigué. Je suis fatigué. Ce matin, j'étais fatigué. Alors, j'ai quand même pris, vous savez que depuis quelques jours, je mets de côté la plupart des vitamines qu'ils me donnent parce que je les digère mal, parce que j'ai des diarrhées, j'ai des vomissements, enfin voilà. Et que je dormais plus de la nuit. Voilà. Mais par contre, je respecte la dose de niacine est prise devant eux, avant le footing. Chaque matin. Donc voilà, et puis effectivement la petite Sophie hier de 15 ans a eu un malaise, elle est restée un petit peu trop longtemps. Pourtant je lui disais va prendre ta douche. Donc j'ai appelé le superviseur de sauna qui est venu, qui l'a sorti du sauna. Voilà, je vais vous demander de vous taire parce qu'elle traverse quelque chose et qu'il est important de respecter le silence pour qu'elle puisse traverser cette chose-là et qu'elle puisse en sortir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que elle évacue quelque chose, un choc passé, une toxine, je ne sais quoi. Enfin voilà, c'est ça. Il y a une succession. Des moments, je suis tenté d'y croire. Il y a des moments, je suis tenté d'y croire parce que c'est quand même. Ils sont tellement convaincus qu'on est par moments tenté de croire à ce qu'ils croient, quoi, voilà. Et puis je me dis, non, c'est une succession d'aberrations. Voilà. Cette petite Sylvie, qui est très blonde et qui aujourd'hui a réagi, mais d'une façon assez époustouflante, qui était cramoisie de la tête aux pieds, pour elle, c'était absolument formidable, merveilleux. Ah oui, ça me brûle, effectivement. Qu'est-ce que j'ai pu prendre comme soleil dans mon enfance, et tout ressort, c'est génial. Enfin, voilà, c'est pour les maintenir dans cet état-là, dans un état de certitude absolue en la parole de Ron Hubbard. Hej.
J'ai découvert la face cachée de la scientologie à Copenhague. En tant que Sea Org member, j'avais ce qu'on appelait le jeudi soir le base briefing. Donc c'était que pour les membres de la Sea Org. Et on avait des discours de Ron Hubbard qui étaient très différents des discours que l'on a l'habitude d'entendre, qui sont un monde meilleur, etc. C'était plus, vous êtes l'élite, mais le message qui était passé était très dur vis-à-vis du reste du monde. Et un jour, je me suis dit que ça devait être comme ça que les jeunesses hitlériennes ont été endoctrinées. Et le jour où j'ai pensé ça, je me suis dit, là, il est grand temps que tu t'en ailles. La sortie se fait toujours sur un élément très personnel qui a été préservé. Et à un moment, il y a un déclic qui se fait, où trop c'est trop, où ça c'est pas possible, où ça c'est pas crédible, où ça je peux pas le faire, etc., où je peux pas le supporter. À Saint-Île, pour Mylène, la coupe est pleine. Et un jour, elle prend une grave décision. On va me malaxer, me triturer et arriver à me convaincre que mon rôle, c'est d'être auditeur. Et puis un jour, donc, je me dis, je vais partir. C'est mes désaccords, et puis voilà, c'est un espèce de... J'en ai plein de dos, j'en ai marre, quoi. Je n'arrive pas à me faire entendre. Donc là, je me dis, il faut que ça aille vite maintenant. Donc 2 jours plus tard, le matin, je mets mon uniforme, je prends mon sac à main, je vais déjeuner. Il fallait que je fasse comme si j'allais aller travailler à Saint-Île. Je retourne me cacher dans mon dortoir, j'attends que tout le monde parte. Et après, quand les cars sont partis, je pars. Mon uniforme et mon sac à main. Mylène saute dans le premier train. Elle ne prend pas le risque de prévenir ses enfants qui sont majeurs et n'ont pas l'intention de quitter la scientologie. Elle a juste assez d'argent pour rentrer en France. Elle va chez sa mère dans la banlieue parisienne. Le train la conduit à Portsmouth, où elle prend le ferry. Me voilà partie. Et je monte sur ce bateau et je me sens bien. Je suis à l'arrière et je vois la mer, les côtes d'Angleterre qui s'éloignent. Et j'ai ce sentiment d'un fardeau qui me tombe des épaules. Mais vraiment, je me sentais bien, quoi. Je ne voulais pas qu'on sache où j'étais, parce que je leur devais beaucoup d'argent en plus. Vous voyez, puis moi, j'avais pas l'argent. Hein. Comment ça, vous leur deviez de l'argent? Ben oui, parce que quand j'avais eu beaucoup d'entraînement et beaucoup d'auditions. Et quand, à chaque fois que je faisais un cours ou que je recevais de l'audition, je signais un reçu avec le prix du service que j'achetais, avec écrit sur ce reçu, en cas où la personne rompt son contrat, elle devra rembourser intégralement ce montant. 9 août 2009, 125e jour en scientologie. Ce que vous voyez devant vous sur ce petit plateau, c'est la dose journalière d'une journée de séance d'une jeune femme qui partageait le sauna avec moi, d'à peine 30 ans. C'est ce qu'elle a avalé hier. Je vois de la vitamine A et de la vitamine D. La vitamine A est une vitamine qui est tératogène. C'est-à-dire qu'elle entraîne des malformations fœtales, c'est connu. La loi en France précise qu'il faut absolument prévenir, qu'il doit y avoir une mise en garde en cas de grossesse. Et c'est contre-indiqué, complètement contre-indiqué. Je fais cette purification avec pratiquement que des jeunes adolescents qui n'ont pas encore 16 ans. Donc ça me scandalise. Ça me scandalise qu'on fasse souffrir, suer sang et eau pendant 21 jours et à absorber des quantités. Parce que ces enfants vont, en fin de cours, absorber ceci. Ces enfants sont convaincus d'une part par leurs parents, et ensuite ils sont pris dans une espèce de filet d'assujettissement. On fait en sorte qu'il n'ait rien d'autre comme occupation que la scientologie. L'évolution par les cours dans la scientologie
le divertissement par la scientologie avec les différents spectacles de théâtre ou de musique, bon, il va y arriver un moment où ils ne sortiront plus de là. Si, pour aller chercher d'autres personnes. Parce que leur principale ambition à tous ces jeunes, c'est de devenir staff. Staff, c'est quoi? C'est le personnel de la scientologie. C'est le personnel qui fait qui fait marcher la scientologie. C'est pas la classe dirigeante. The only possible way you could do anything for man would be to teach man to do something for man. And that's been my solution, right or wrong, and that's the way I have worked on it, and that's the direction I have worked. And it's come true, it's worked out. Tenter d'appliquer au pied de la lettre ces paroles de Ron Hubbard peut conduire au mieux à des déceptions, au pire à des drames. Ma mère était secrétaire juridique, mais avant tout, elle était scientologue surtout. Je l'ai toujours connue scientologue en fait. Nous étions divorcés, je ramenais les enfants un soir et elle me l'a annoncé, très fière. Elle paraissait avoir gagné en confiance en soi. Elle semblait avoir acquis des techniques de communication qui lui donnaient confiance en elle. Et un jour, vous avez appris le suicide de votre mère. Comment ça s'est passé? C'était un mercredi, je me rappelle. Et je venais de perdre une amie en plus ce jour-là, le même jour. Et mon père est venu me chercher, il me l'a annoncé. Et là, c'est incompréhension totale, quoi. J'ai même pas imaginé une seule seconde que ça pouvait être dû à la scientologie, en fait. Non, on n'a pas pensé à la scientologie. C'est le soir, quand on est arrivé chez elle avec les enfants, les enfants cherchaient une lettre. Hein, ils étaient persuadés qu'ils auraient une explication à ce geste incompréhensible. Donc on a cherché une lettre, on ne l'a pas trouvée. En revanche, on est tombé dans un appartement qui était rempli de Ron Hubbard, qui était rempli de propagande, des placards pleins de livres de scientologie, de revues. C'était assez étonnant. Et puis des documents par dizaines, et en particulier des documents écrits de sa main. Un samedi matin, j'ai eu des informations sur les prix des niveaux dotés. J'ai fait un postulat. Il faut que l'appartement soit vendu au plus vite. Avec cet argent, je peux payer les niveaux d'académie jusqu'à OT7. Daniel, OT7 et conseiller financier, m'a conseillé d'investir dans un appartement que je pourrais vendre plus cher au bout d'un certain temps. Et je pourrais continuer à monter le pont avec cet argent. Malgré toutes les choses que j'ai comprises, je ne m'améliore pas. Je n'ai pas de satisfaction côté scientologie, parce que je n'ai pas le métabolisme et le courage d'aller au cours. Et puis ce qu'on a trouvé ce soir-là aussi, c'est des factures, c'est des comptes en banque, et là aussi ça a été la grosse surprise. On a découvert surtout l'origine du mal-être en fait, plus que le mal-être en lui-même. Oui, c'est ça, c'est ces problèmes liés à la scientologie, c'est-à-dire qu'elle s'est fixé des objectifs et elle se rend compte au fur et à mesure qu'elle n'y arrivera pas. Des problèmes d'argent, beaucoup de problèmes d'argent. La famille a appris que l'appartement qu'elle possédait et dont tout le monde pensait qu'elle l'avait acheté cash, avec l'argent d'un héritage, était en fait acheté à crédit assez lourd, parce qu'une bonne partie de l'héritage avait été dépensée en scientologie. Et donc ça lui avait permis d'acheter des cours jusqu'en 2008, je crois, hein, et on était en 2006. Donc des sommes très très importantes, que l'on évalue à au moins 200 000 euros, sur l'espace de la dizaine d'années qu'elle a pu passer en scientologie. Je me retrouve à 18 ans sans mère, avec le sentiment que je ne l'ai jamais connu. Puis avec une énorme multinationale de requins en face, prêts à se battre pour sauver leur honneur. C'est pas évident comme situation à cet âge-là, quoi. Enfin, même n'importe quel âge, quoi, mais... Ouais, j'ai le sentiment que je suis passé à l'âge adulte, en fait.
En une phrase, quoi. Ta mère s'est suicidée, ça suffit, je crois. La scientologie est responsable de ce suicide. Elle n'aurait pas eu toutes ces illusions qui l'ont conduit petit à petit à une espèce de désespoir s'il ne lui avait pas fait gober tout ça. Si elle n'avait pas été scientologue, j'aurais encore ma mère aujourd'hui, ça c'est sûr. Et ce que je voudrais, que ce soit reconnu pour éviter que d'autres personnes aillent en scientologie, quoi. Ma fille, elle est tombée malade à un certain moment. Elle m'a dit, écoute maman, j'ai commencé à faire des cures parce que maintenant j'ai le sida. Elle est sortie du narconon avec séropositif. Et le 18 novembre, elle est morte. Elle est morte avec la tête dans la scientologie. Les dernières choses qu'elle m'a dit, c'est qu'elle voulait les funérailles de la scientologie. Elle voulait. Moi, je lui ai promis, elle m'a fait promettre. C'est moi qui l'a dû le faire, parce que l'unique soi-disant prêtre scientologue, c'était moi, là. Comme auditeur, comme... Il y avait tous les scientologues autour, c'était l'horreur. Et je suis rentré à la maison, là où il y avait... Parce qu'elle vivait dans la même villa où était ma mère. Et tu sais, j'avais plus envie de bouger de là. Un jour, je me rappelle, la sonnette de la porte, la femme de chambre arrive et fait « Madame, il y a deux avec les costumes là, de la scientologie. » Ah, je dis « Bon, fais-les passer. » « Non, mais il faut que tu reviennes, nous venons de l'Amérique exprès pour t'auditer, pour auditer ta douleur. » J'ai dit « Écoutez, je n'en veux plus, j'ai besoin de rester en paix. » Je me rappelle que j'ai fait un chèque de 20 millions, à peu près 10 000 euros. Pour me débarrasser? Pour me débarrasser, parce qu'il s'était planté dans la maison. Il ne partait pas. Qu'est-ce que je devais faire? Appeler la police? Qu'est-ce que je devais faire? À ce moment-là, j'ai dit, bon, je vais en Amérique. Je vais clarifier toute cette situation parce que je n'en pouvais vraiment plus. J'arrive en Amérique. Je vais à Fort Harrison à 8 h du matin. Ils me disent, le capitaine t'attend en bas. Je vais en bas. C'était l'horreur. Ils m'ont enlevé les passeports de mon sac. Ils ont fermé la porte avec le monsieur là, David. Il y a même son nom, qui me giflait. Ils m'ont enlevé tout l'argent qu'ils pouvaient m'enlever. Jusqu'au dernier chèque. C'est là les 960 000 $, les derniers. Ils sont partis ce jour-là. Ils vous ont fait faire un chèque de 960 000 $? 3 chèques. Pour partir? À la fin, j'ai dit, je n'ai plus d'argent. C'était pas vrai que je n'avais pas plus d'argent, mais je n'avais plus de chèques. 25 août 2009, 141e jour en scientologie. Je suis pratiquement à la fin de ma purification et ils n'ont pas perdu de temps, tous mes petits coachs, pour me convaincre de continuer mon évolution dans la Dianétique. Ils me travaillent en ce moment en force pour que je devienne auditeur, en sachant que les cours d'auditeur et le matériel coûtent globalement 22 000 ou 23 000, 22 000 euros et des brouettes. Et Didier semble être un bon client, car on lui fait une remise avantageuse, 37,5% d'abattement sur les cours et sur le matériel. Notamment le fameux électromètre à 4 380 euros. Au total, à ce jour, si Didier achète ses cours d'auditeur, il aura déboursé 25 000 euros en 5 mois. J'ai définitivement claqué la porte de l'organisation. Et c'est là que j'ai compris que visiblement j'avais été escroqué. Donc j'ai envoyé un courrier
à la scientologie, les mettant en demeure de me rembourser toutes les sommes que j'avais investies en scientologie, faute de quoi je porterais plainte contre eux. Face à leur refus, donc, j'ai déposé plainte contre la scientologie. Ça vous a coûté combien? Sur 15 ans de scientologie, j'ai déboursé l'équivalent de 45 000 euros. Au total, j'ai dépensé 2 millions de francs en scientologie. En décembre 96, je suis encore en train de faire mon entraînement et je dois déjà 1 692 144 $. En total, moi, j'ai laissé dans la scientologie 1 840 000 $. I don't make any money out of Scientology, and it cost me, I don't know how much of my own personal fortune to do the research, and I've not been recompensed for it ever. Là où le système est remarquable, en termes d'habileté, c'est que chaque étape appelle obligatoirement d'autres dépenses. Tout ça, c'est des process très formatés déjà, avec des instructions extrêmement précises qui viennent depuis les États-Unis où on explique que c'est tel forfait, tel autre, et que de toute façon c'est telle somme qu'il faut prendre, etc. Et c'est là où le système est absolument diabolique et formidable d'efficacité, c'est que maintenant, j'allais dire, il est quasiment en pilote automatique. Hormis tous les grands dirigeants qui sont aux États-Unis et qui ont la mainmise, et tous les grands dirigeants qui en France aussi récoltent l'argent et s'occupent là pour le coup simplement de donner à cet argent un certain nombre de directions et de flux qu'ils sont les seuls à connaître. Après, au niveau des strates inférieures de l'organisation, au travers de certains lumpen prolétariat de la scientologie, ça fonctionne tout seul. 27 octobre 2009. Le tribunal correctionnel de Paris rend son verdict dans le procès pour escroquerie en bande organisée intenté par 2 anciens adeptes. La scientologie n'est ni interdite ni dissoute, mais elle est condamnée pour la première fois en tant que personne morale à une amende de 600 000 euros. C'est un avertissement pour la scientologie, à savoir, nous vous avons à l'œil. Si vous continuez à utiliser les mêmes méthodes, ce ne sont pas simplement de fortes amendes qui vous seront allouées, c'est à ce moment-là la question de l'interdiction qui sera examinée. Les responsables en tant que personnes physiques sont frappés, eux, de peine de prison avec sursis et d'amende allant de 5 000 à 20 000 euros. Ces condamnations, selon la présidente du tribunal, sont relativement modérées, car les juges ont pris en compte l'ancienneté des délits, 1998, et le fait que, selon les scientologues, leurs méthodes ont changé depuis. Tous ont fait appel. Cette association, l'Église de Scientologie, peut, et le tribunal l'a dit expressément, peut aujourd'hui continuer son activité. La librairie qui vend effectivement des livres peut continuer aujourd'hui son activité. Et le tribunal a noté, encore une fois, une plus grande transparence, a appelé aussi peut-être à une plus grande vigilance en termes de communication. Finalement de quoi? De dire ce qu'est l'Église de Scientologie de façon très transparente, si je crois a été le cas maintenant depuis quelques années. Voilà les quelques remarques que je souhaitais faire. L'Église de Scientologie affirme que ses méthodes ont changé. Pourtant, Didier nous apporte la preuve qu'elle continue d'exercer les mêmes pressions sur ses adeptes. En effet, lors de sa dernière visite à l'Église de Scientologie, il s'est vu fortement incité à régler dans les plus brefs délais les 22 000 euros de son pack d'audition. Sans que je la prévienne, la personne, Catherine Chaud, pour pas la nommer, est arrivée pour me travailler pour ces fameux 22 000 euros, ce fameux chèque de paiement pour leur audition et leur matériel. Ça devient très lourd. Ils sont capables de, où que je sois la semaine prochaine, d'aller me chercher sur le tournage, m'amener à la banque et de me ramener sur le tournage. Cela devient du véritable harcèlement. C'est-à-dire qu'elle elle m'a même demandé de lui faire un chèque ce soir, elle m'a demandé de téléphoner à mon banquier ce soir, et elle m'a demandé de lui téléphoner pour la tenir au courant.
Même ce soir, en me disant « Ne t'inquiète pas, je ne suis pas couché avant 1h du matin ». De toute façon, il est fortement question que je décroche à partir d'aujourd'hui, mais ça ne va pas être si simple. Je suis certain que ça ne va pas être simple. Aujourd'hui, Mylène n'a plus aucun contact avec la scientologie, pas même avec ses enfants. Mes fils, ils sont adultes, donc ils ont choisi, entre guillemets, la scientologie plutôt que leur mère. C'est ça que ça veut dire. Un jour, son fils Sébastien lui téléphone. Il me dit, je ne sais pas si tu te rends compte, mais c'est la dernière fois que je peux te parler. J'entends les mots, mais je comprends pas. Et puis tout d'un coup, je dis, ah oui, je pourrais plus, hein. Alors il me dit, oui, bah, c'est pour ça qu'il faut que tu fasses quelque chose, tu vois, parce que là, c'est sans retour, quoi. Je pleurais pas, hein, mais j'étais sans voix, quoi. C'était comme si je n'arrivais pas à assimiler cette donnée que j'allais plus jamais avoir de contact avec eux. Ça fait plus de 10 ans. Ça fait plus de 10 ans. Ils avaient 20 ans, ils en ont 30 maintenant. Je sais même pas où ils habitent. Je sais vaguement qu'ils sont à Londres parce qu'ils ont des contacts avec leur père qui est en Afrique du Sud, mais j'ai pas leur adresse. J'ai été très impressionné par les anciens scientologues que j'ai interviewés. Tous des gens intelligents, des gens bien. La description qu'ils faisaient de leurs expériences était parfois incroyable. Je les écoutais et je leur demandais « Mais comment vous avez pu faire ça ?» Ils me regardaient et me disaient « Je ne sais pas ». Je suis rentrée en scientologie, j'avais 36 ans. Je suis partie, j'en avais 48. Aujourd'hui, j'ai 55 ans. Je me suis reconstruite, bien évidemment, mais j'ai l'impression de ne pas avoir vécu ma vie. Et tout ce temps passé, tout ce temps perdu, je ne le rattraperai pas. Pourquoi vous refusez de témoigner à visage découvert? C'est pour préserver ma famille. Ma famille a souffert, on a eu du mal à se retrouver. Quand je suis rentrée de scientologie, je ne suis pas allée vers ma famille parce que j'avais du mal à me regarder sous un angle positif. C'est comme si je m'étais trahie moi-même. Quelle confiance je peux me faire en m'étant trompée à ce point? Et ça, je crois que c'est le plus difficile à accepter. L'expérience montre que l'adepte ne sort que par lui-même en fonction de son histoire et qu'il est absolument essentiel de lui restituer son expérience sectaire comme faisant partie de sa vie. Que c'est son expérience, c'est pas simplement quelque chose qu'on lui a infligé, qu'on lui a imposé. Il ne faut ni la gommer, ni simplement l'attribuer mécaniquement à un persécuteur extérieur. Or, malheureusement, très souvent, on constate que les familles, voire les associations, ont tendance à dire « bon, on le sort, une fois qu'il est sorti, tout va bien ». Ben non. Si quelqu'un se noie, hein, vous le sortez de l'eau, mais il peut crever sur la berge. Ma fille est morte, moi j'ai perdu des millions et des millions. Maintenant, j'ai fait partie d'une association qui s'occupe spécialement des gens qui veulent sortir de la scientologie ou des familles qui ont des fils, des enfants, des maris, des trucs dans la scientologie pour les aider à sortir. Et ça, c'est ce que j'ai fait comme travail et que je ferai jusqu'à quand je meurs. C'est mieux qu'ils me tuent vite s'ils veulent que j'arrête, parce que moi, j'arrête pas. Se reconstruire, c'est mission impossible, quoi, parce que je suis sorti de là et avec vraiment une sensation cauchemardesque de ne plus me sentir chez moi dans ma propre tête. Parce que quand j'avais découvert que j'avais construit 15 ans de ma vie d'adulte sur des mensonges,
Enfin, j'étais devenu un scientologue à part entière. J'étais plus Alain Stoffen, j'étais une espèce de clone, tu vois, de scientologue. Et quand on sort de là, la moindre pensée pour moi, c'était l'horreur, parce que dès que j'avais une réflexion, c'était un réflexe scientologue que je ne pouvais plus supporter moi. Donc parce que c'était quelque chose de sale, quoi. Pour moi, j'avais été violé, j'avais été trahi. Décembre 2009. Didier a quitté le Celebrity Center sans trop de difficultés, bien qu'il ait reçu de multiples relances. Il lui a notamment été proposé d'entrer dans la Sea Org et, privilège, il a reçu un bulletin de souscription à vie dans l'église de Scientologie, moyennant la somme de 5 000 $. Avec le recul, il nous livre la leçon qu'il tire de ces 7 mois passés dans l'église de Scientologie. C'est construit principalement sur l'affectif, sur ce qui peut le plus attirer un homme, un être humain, à l'époque où nous sommes en perte de repères. Ces gens-là, pris séparément, ne sont pas dangereux, ne sont pas mauvais, ne sont pas méchants. Ils sont simplement endoctrinés dans une espèce d'église, une espèce de pieuvre qui les absorbe et qui les détruit. C'est une structure, voilà, ils ont un besoin vital de ces structures de scientologie pour survivre. J'aimerais qu'ils se rendent compte à un moment donné que le monde c'est autre chose que cette espèce de vase clos qu'est la scientologie et que pour connaître le monde il faut s'ouvrir à lui, il ne faut pas s'enfermer à part. Ce qui m'aide dans ce genre d'expérience, c'est que j'ai un vécu. Mais si vous rentrez jeune là-dedans, le danger est tel que vous allez être rapidement désocialisé, n'ayant pas de repères suffisants et happé par un organisme qui vit en dehors du temps. Vous pourrez difficilement vous en sortir. Malgré les demandes répétées des producteurs et des auteurs, l'église de Scientologie n'a pas souhaité s'exprimer dans ce film documentaire.